Le TGV promet d'aller vite, mais qu'en sera-t-il de sa construction? Doit-on lui offrir une construction à grande vitesse? Avec Victor Enriquez, Jacinthe Evarel, Déborah Cher-Enfant et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. Faire le trajet Québec-Toronto en moins de 5 heures, c'est le rêve de bien des gens, et surtout sans avoir à garder les mains sur le volant ou appuyer sur l'accélérateur. En tout cas, c'est l'objectif du projet de réseau de train à grande vitesse Alto annoncé par le gouvernement fédéral en 2022, confirmé en 2025. À terme, on parle d'un réseau de 72 trains par jour qui circuleraient sur une voie de 1000 km à une vitesse pouvant atteindre 300 km/h. Trois-Rivières, Montréal, Laval, Ottawa, Peterborough figurent parmi les villes choisies pour accueillir les stations. Ce projet d'envergure, estimé à un minimum de 60 milliards de dollars canadiens, est toutefois loin de faire l'unanimité, surtout auprès des citoyens qui risquent l'expropriation pour l'aménagement du tracé. On les aime-tu, nos terres? On veut-tu garder nos terres comme ils sont? Pas sur nos terres, c'est le message que souhaitaient passer des dizaines de citoyens et d'agriculteurs de Mirabel aux responsables du projet de TGV Québec-Toronto. On n'en veut pas de TGV à Mirabel! Ils craignent que l'intégrité de leurs terres et l'avenir de leur ferme soient mis en péril avec le futur passage du train dans le secteur. Si, par exemple, nous, la terre est rachetée, bien, je repars avec mon petit bonheur. J'en ai pas, moi, de compensation. Si j'ai plus d'entreprise à rouler, bien, La société d'État Alto organise actuellement des consultations publiques afin de prendre le pouls de la population avant de décider du corridor exact. On veut déterminer le tracé qui va avoir le moindre d'impact. Pour ça, on peut suivre, par exemple, des autoroutes. On peut suivre des infrastructures existantes aussi, comme des voies ferrées, des lignes hydroélectriques. Le Bloc québécois implore le gouvernement fédéral de suspendre certains articles de la loi sur l'expropriation pour éviter que les citoyens ne revivent le traumatisme de la construction de l'aéroport Mirabel dans les années 70. Ce que vous avez ici aujourd'hui, là, c'est le résultat du travail de gens qui sont payés par le gouvernement fédéral pour aller vite et qui ont décidé qu'elle est bulldozée dans la cour des gens sans égard pour ces personnes. La construction du méga-projet doit débuter d'ici 2030 et s'échelonner sur plus d'une décennie. Prochaine station, Panama. En 2017, pour la construction du REM, le gouvernement québécois avait fait adopter une loi spéciale dans le but d'accélérer la réalisation du projet et de limiter les droits de contestation des propriétaires expropriés. Une approche qui n'est pour le moment pas envisagée par Alto. Alors, notre question ce soir, est-ce que le projet de TGV Alto devrait bénéficier de pouvoirs d'expropriation exceptionnels comme ceux qu'on a donnés au REM dans la région de Montréal? Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Et à d'autres projets d'infrastructure, il faut le préciser. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est important que l'intérêt collectif prime sur les intérêts individuels. On a ici un projet sur 1000 km qui touchera 18 millions de Canadiens. C'est important que l'intérêt collectif fonctionne et rapidement. La moitié du pays qui va être touché par ça. Jacinthe Ève? C'est un projet d'intérêt national stratégique. Alors, si on veut mettre sur pied un projet d'intérêt national stratégique, il faut se doter des moyens juridiques pour le faire. Je rappelle que les premiers TGV sont arrivés en 1964 au Japon, en 1981 en France. On est en retard. On va l'avoir, nous, en 2050, à peu près. Déborah. Mieux vaut tard que jamais, mais ce sont des mots-clés que mes collègues disent. Intérêt public, intérêt national, mais tout ça, ça n'excuse pas de pouvoir utiliser des pouvoirs exceptionnels, donc je suis contre. Pour moi, c'est même déjà un aveu d'échec de penser avoir un recours nécessairement parce qu'on sent que notre projet ne tiendra pas la route si les citoyens peuvent se défendre légalement ou normalement. Donc, pour moi, je suis contre. Le projet n'a pas encore assez fait ses preuves. C'est une façon de forcer le projet. Définitivement, parce qu'on sait qu'il ne passerait pas le test des citoyens. On en reparle. François? Notre devise, c'est « Je me souviens ». Oui. Et moi, j'ai grandi avec Mirabel. J'ai entendu parler de Mirabel longtemps. Mon père, on avait une ferme. Notre ferme est encore pas loin. Je pense qu'il y a une différence entre le REM, où on va peut-être démolir un multilogement pour faire passer le REM, et une ferme qui est historique, une ferme que, si on regarde seulement le prix du terrain, ça va être pas mal plus compliqué que de regarder le futur. Donc, je suis totalement contre parce qu'il va y avoir des abus comme on a toujours eu là-dedans. Alors, les agriculteurs vont être défendus par François ce soir autour de la table. C'est assez clair. Alors, on a le clan du oui, le clan du non. Allons voir comment se départagent nos téléspectateurs ce soir. Bien, c'est le oui qui mène. 68 des internautes disent oui, le projet de TGV devrait bénéficier des pouvoirs d'expropriation exceptionnels qu'a eu le REM, alors que 32 des internautes pensent que non. À ce moment-ci, on efface
efface le tableau, on repart le décompte des votes. Et je vous dis tout de suite, ça peut changer parce qu'avant d'entrer en onde, c'était l'inverse. C'est surprenant. Oui, et ça a bougé. Alors, ça vous donne une idée à quel point ce soir, les gens sont prêts à voter. Alors, quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR qui vient d'apparaître, vous répondez à la question et commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On invite les gens à embarquer dans le train. Ah oui, parce que si on veut avoir le train un jour, parce que moi, je regarde mes collègues, puis clairement, ils n'ont pas envie de prendre le TGV de leur vivant quand j'entends leurs arguments. Parce que la réalité, c'est que sur une distance... On les doigts des non, mais à un moment donné, justement, il est là l'enjeu. Le droit des citoyens, tantôt, tu disais, ça ne passe pas le test des citoyens. Et justement, parce que le test de chaque citoyen est impossible à passer sur un parcours aussi long. On parle de 1000 km, on parle d'une quantité de citoyens énorme, et c'est l'équivalent de donner un droit de veto à chacun de ces citoyens-là. C'est absolument impossible. Et d'ailleurs, attendez une seconde, on doit faire des tracés qui sont directs, on doit respecter les tracés pour que la vitesse puisse être respectée. À partir du moment où chaque citoyen a un droit de veto, ces projets-là deviennent impossibles. Et d'ailleurs, la France, l'Espagne l'ont bien démontré, les réseaux ne se construisent pas sans ces pouvoirs exceptionnels. Mais Victor, il y a une différence entre ma vision de dire on doit faire l'expropriation, mais on doit le faire à la pièce, on doit le négocier. On ne peut pas arriver... Moi, si le train passait sur ma ferme est éteinte. Il y en a qui ont... Elle est éteinte. J'ai une seule place où je peux avoir accès au public. Si le train passe là, c'est terminé. On évalue ça à combien? À la valeur du terrain? Ou au futur que je suis en train de penser. Par exemple, ça passe entre, à mi-chemin sur ton terrain, celui du voisin, ta maison n'est pas sur Oui, mais il y a des places, mettons que tu passes à travers d'une ferme. Qu'on négocie. Puis il faut que tu négocies, c'est ce qu'on dit dans le fond, c'est que tu ne peux pas l'évaluer parce que si tu enlèves un commerce en campagne, enlever un commerce en ville, tu peux le déplacer. Enlever un commerce en campagne, les gens se déplaceront peut-être pas. On a fait la 50 dans mon coin, là, on a fait la 50, puis sur la 148, la route qu'on passait avant, il y avait une station-service hyper populaire. Bien, je passais là l'autre jour, elle est fermée parce qu'on a fait la 50. Donc, il faut faire attention aux expropriations. Moi, je ne dis pas de ne pas les faire. On doit faire l'expropriation, mais on doit négocier. Et juste une parenthèse, on doit garder les règles actuelles. Il y a quand même, là, à date, là, on n'a jamais dit combien que le TGV était pour coûter. Donc, ça se peut qu'il n'y ait personne dans ce train-là non plus. Entre 60 et 90 milliards de dollars. Ça, c'est aujourd'hui. Oui, mais combien que les gens vont payer? Pour le prendre. Ça se peut qu'on ait personne dedans. Il faut faire quelque chose comme il faut. On poursuit. On est quand même drôle parce qu'ici, sur ce plateau, on parle souvent d'environnement, on parle souvent de transport collectif. Et les gens du côté de la vertu et les gens qui veulent sauver la planète sont absolument toujours dans le train du transport en commun. Et là, on parle d'un transport en commun. Et là, tout d'un coup, on commence à voir des manifestations, des manifestants, des gens qui s'opposent au projet. On ne va pas exproprier des fermes au complet. On va exproprier des parcelles de terre pour faire passer un corridor. Et c'est important de mentionner aux gens là, que pour atteindre la grande vitesse ou la très grande vitesse, pour atteindre 300 km/h, il faut que le train soit en parfaite ligne droite. Ouais, alors, c'est important. Possible, on peut pas se mettre juste la trajectoire ligne droite implique qu'on devra exproprier. Non, j'aimerais juste rappeler la question à nos collègues parce que là, on est en train de déterminer si ça prend des pouvoirs exceptionnels. Parce que tout ce qu'on dit, bien évidemment que ça fait du sens. Parce que le projet, clairement, il peut se faire sans avoir recours à des pouvoirs exceptionnels. Bien évidemment. Et ce que Jacinta mentionne, c'est que le tracé qu'on peut avoir, on peut l'avoir en négociant avec les propriétaires qui sont déjà là, avec les terrains qui existent déjà. Ce que Déborah dit est faux parce que l'histoire, partout dans le monde, a prouvé que ces projets-là ne se réalisent pas sans pouvoir exceptionnel. Que malheureusement, ils ne peuvent pas se réaliser parce que justement, on est sur des vitesses très longues. Jacinta en parlait. Il faut que ça aille en ligne droite. Et à ce moment-là, on ne peut pas nécessairement respecter chacun des propriétaires dans ses désirs personnels. Maintenant, il y a une chose, et c'est à ça que les consultations servent. C'est que là, le travail d'Alto, c'est de trouver le corridor, le tracé qui a le moins de conséquences. Et laisse-moi ajouter une chose. Sur ce corridor, il ne faut pas oublier que présentement, il y a 10 km de large de ce corridor qui est identifié, en fait, en étude. On va essayer de trouver une ligne là-dedans, c'est ça? On va trouver une ligne là-dedans. Justement, on va trouver la ligne qui fait le moins de dommages possible. C'est sûr. Mais on pourra jamais s'assurer. On va la trouver en faisant le travail d'expert qui doit se faire et non pas en faisant un travail... En n'utilisant pas des pouvoirs exceptionnels, Victor. Oui, on doit utiliser le travail pour le faire à la fin. OK, François. OK, on parle en ce moment, des gens qui sont les plus volubiles en ce moment, c'est les gens de Mirabel qui ont vécu le désastre exactement de pas consultation, puis on rase tout parce qu'on s'en vient. Ils ont été en sauvage. On doit se souvenir de ça, puis il y a des blessures. Maintenant, il y a des blessures, tu l'as dit. Oui, mais moi, je ne suis pas contre l'expropriation. Ce que je dis, c'est que chaque
propriétaire que tu vas l'exproprier, tu vas négocier avec lui. Ça ne sera pas ta maison vaut tant, on te donne ça parce que on parle de ferme, on parle de commerce en campagne. On parle pas d'un commerce, mais un building où il y a des logements étudiants. Là, oui, mais complètement différent. l'expropriation implique qu'il va y avoir négociation. Là. Non, parce que c'est pas ça qu'il y a eu avec le REM. C'est voici l'évaluation, voici le prix, tu dois l'accepter. Ça peut être contesté, attention, ça peut être, c'est pas vrai. Attention, ça peut être contesté. D'ailleurs, c'est le cas, par exemple, dans le tramway. On parle beaucoup du REM. Il y a aussi le tramway de Québec qui a des pouvoirs exceptionnels. Et la contestation, elle est possible. Elle est inclue dans certaines lois. D'ailleurs, à ce moment-ci, Alto dit, pour l'instant, je ne considère pas en avoir besoin. Mais entre toi et moi, la contestation ou le fait de négocier avec chacun des propriétaires, la grande majorité vont négocier. Et il va arriver un propriétaire qui va dire, non, moi, je veux pas. Et là, tu vas t'asseoir pendant des années là-dessus. C'est ça que tu dois éviter à travers des pouvoirs exceptionnels. C'est pour ça que tu as besoin de ce genre. Il va y avoir des négociations. Il risque de s'entendre avec... la grande majorité. Il ne faut pas qu'un élément bloque complètement un projet aussi important. C'est ce que je comprends de ce côté-ci. Quelqu'un qui tient à sa ferme pourrait dire, moi, c'est 100 millions que vous devez me donner. Non, mais il faut avoir la logique. La logique demande des pouvoirs exceptionnels. On arrête parce que ça va très vite. Aussi, notre émission, on s'en va à la pause. Je vous rappelle notre question ce soir. Le projet de TGV, est-ce qu'il devrait bénéficier de pouvoirs d'expropriation exceptionnels comme on a donné au REM? Allez répondre à la question. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Ça concerne ce projet de TGV Alto, hein, voyons. Les trains? Non, mais les consultations, pardon, c'est ce que je cherchais, qui ont commencé cette semaine. Ce qu'on vous demande ce soir, est-ce qu'on devrait bénéficier, est-ce que ce projet-là devrait bénéficier de pouvoirs d'expropriation exceptionnels, comme a pu en bénéficier le REM à Montréal? Répondez à la question, commentez également. On voit, c'est très, très, très sensible à Mirabel. Les consultations ont fait beaucoup parler cette semaine là-bas. On peut comprendre parce que la quantité d'expropriation qu'il y a eu dans les années 70 pour Feu Aéroport Mirabel, qui devait à un moment donné doubler en plus, il y a eu plein d'expropriations inutiles. Je pense que c'est un des meilleurs exemples de comment ne pas faire. N'importe quel projet comme celui-là, l'erreur à ne pas commettre. Et François, tu le dis, tu dis, moi, j'ai été traumatisé par Mirabel. Il y a une région complète qui est traumatisée par la situation. Je pense que les consultations d'Alto ont aussi cet objectif-là. Il faut laisser les gens s'exprimer, bien entendu. C'est juste qu'à un moment donné, il faudra avoir un coup près, puis il faudra que ce coup près-là soit clair pour tout le parcours. Mais à Mirabel, c'est particulier parce qu'on a exproprié beaucoup trop, de la mauvaise façon. Et en plus, le projet n'existe plus aujourd'hui. Donc, tout ça, pourquoi? Pour rien. Bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas recréer, parce que lorsqu'on dit qu'on a un corridor de 10 km, les gens se regardent tous, ça veut dire, moi, ça va pas être... Il est temps, en tout cas, qu'à Mirabel, qu'on rétrécisse ça peut-être dans un 500 mètres, puis regarde, c'est là qu'on veut passer, parce que les 10 km insécurisent. Oui, mais il faut que tu sois là pour aller... Mais c'est ça, mais est-ce que, justement, il y a de la montée de... Est-ce que toute la montée aux barricades est justifiée en ce moment, en sachant que le 10 km, c'est le PDG d'Alto qui disait ça, on crée beaucoup d'incertitudes, en effet, mais... C'est le côté négatif, là, mais on a 10 km de large qu'on étudie. Mais ça va être à peu près 100 pieds de large, là, ce train-là. Mais je pense que s'il y a une place où tu peux ne pas aller là, c'est bien la région de Mirabel. Il y a l'autoroute 50. D'après moi, ils ne seront pas tellement loin de l'autoroute 50. Ils veulent se rapprocher des structures qui sont déjà en place. Donc, à un moment donné, tu peux... la flexibilité d'un projet pour gérer l'anxiété de quelques citoyens. Je m'excuse, c'est triste pour les gens de Mirabel. Tu parles d'un traumatisme du passé. Là, Alto a besoin de travailler sur un corridor plus large pour avoir les meilleures options. Je pense que ce serait pas prudent de justement diminuer la qualité d'un projet parce qu'on veut gérer l'anxiété des citoyens qui ont un traumatisme. T'en penses quoi, Jacinthe? Mais il faut toujours se rappeler que c'est une voie ferrée qu'on veut construire. Là. Donc, oui, en ce moment, on s'est donné un grand territoire à étudier pour voir quel est le meilleur tracé, mais ça reste une voie ferrée. Alors, il n'y a personne, contrairement à l'aéroport, par exemple, il n'y a personne qui perd ses terres au complet. Là. Donc, c'est un corridor qu'on va tracer. Donc, on va perdre quelques dizaines de mètres sur ses terres. Je ne veux pas minimiser. Là. Il y a peut-être des gens qui vont être réellement embarrassés de ces quelques dizaines de mètres. On s'entend que s'il y a une maison sur le tracé qui a été choisi, il y aura des expropriations assez importantes. L'autre chose, c'est pas une voie ferrée ordinaire. Ça veut dire c'est une voie ferrée qui est complètement dédiée avec des clôtures, de la sécurité. On ne peut pas traverser ça n'importe comment. Ça va prendre des passages en dessous de la voie ferrée là, pour ça. Tout à fait. Puis j'aimerais revenir sur les commentaires de mes collègues dans le camp du oui, parce que il y a deux choses. C'est qu'on parle de chiffres, de 100 pieds, de 10 km, puis là,
on a tendance peut-être à minimiser un peu l'expérience des gens de Mirabel. Parce que oui, on parle de traumatisme, mais c'est comme si on veut utiliser le traumatisme pour le nommer, mais sans le considérer comme apprentissage. Et là, c'est comme si, oui, ce que vous avez vécu, on le reconnaît, mais vous n'avez pas ouvert au chapitre parce qu'on a besoin d'avancer avec le projet. Et ça, il faut faire attention avec cet élément-là, parce que là, et le fait même... Je m'excuse, on ne peut pas comparer des pommes puis des oranges. Et tu l'expliquais très bien. On ne peut certainement pas comparer un aéroport et l'empreinte d'un aéroport avec l'empreinte d'une voie ferrée, aussi protégée soit-elle. C'est justement là où est-ce qu'on fait de la désinformation. Sensibilité ou pas au traumatisme d'un citoyen, qu'on exproprie 10 pieds de son territoire ou 10 km de territoire, c'est une expropriation et c'est une utilisation de son territoire qui est contre son droit. Donc, c'est pourquoi la même sensation. Donc, c'est pourquoi je dis de façon quantitative, on nomme des chiffres, etc. Mais tant qu'on n'est pas concerné et qu'on n'a pas vécu, on peut bien parler de projet. Et on s'attaque, si on donne davantage de pouvoir à un projet comme celui-là, au droit à la propriété? Mais définitivement, parce que le projet peut se faire sans avoir recours à ces pouvoirs-là. Parce que présentement, c'est satisfaisant. Là, présentement, c'est satisfaisant. Présentement, la preuve même, le fait qu'on a déjà des recours pour pouvoir le faire, le fait que les projets de consultation ont déjà commencé, et aussi par rapport à l'utilisation. On parlait de transport collectif, on parlait de transport en commun, les gens qui montent dans le train, de l'environnement. Bien évidemment, on a un REM qui a été fait où on a donné ces accords-là, mais c'est un transport collectif ou commun qui a une utilisation quotidienne et qui s'intègre dans la vie des gens. Un peu de pédagogie, là. De Alto. On compare avec le REM pour se rappeler, en fait, il y a eu la loi concernant le réseau électrique métropolitain qui était une loi d'exception qui conférait au REM une force juridique supérieure à toutes les autres lois québécoises, un pouvoir d'expropriation accéléré, centralisé, un statut quasi-gouvernemental pour la CDPQ, des procédures d'acquisition de terrain simplifiées. Alors, on voulait aller vite. Est-ce qu'on doit vraiment calquer? Est-ce qu'on devrait calquer un peu ce qu'on a fait avec le REM pour ce projet-là? On n'a pas le choix. On a 1000 kilomètres linéaires à construire. Si on s'arrête aux embûches juridiques de chaque opposition, on en aura pour plus qu'une vie, là. Sur 1000 kilomètres linéaires, on n'a pas le choix d'aller là. Ça veut pas dire qu'on je pense qu'on peut l'étirer. Puis, il y a une différence entre le REM. Il n'y a personne qui a chialé contre l'expropriation. Les expropriations de Mirabel qui ont lieu en 70, on en parle presque à tous les jours. Donc, il faut s'en souvenir. Oui, mais il faut... Moi, ce que je dis, il va... On ne peut pas laisser le passé. Oui, on doit... Non, on doit le prendre en considération, mais il ne doit pas nécessairement, surtout lorsqu'on compare des pommes et des oranges, il ne doit pas venir changer ce qu'on va faire actuellement. Il faut le prendre en considération. L'expropriation va avoir lieu. OK? Elle va avoir lieu, mais elle doit être négociée. Et on vient de le dire, Michel vient de le dire. Le REM, il y avait des pouvoirs. Je t'exproprie, voici ce que je te donne, débarrasse. Attention, en ce moment, Alto, il y a un élément essentiel, parce qu'on parle beaucoup du REM, mais les projets d'infrastructure, il y a des lois sur les exceptions en projet d'infrastructure, il y a une loi sur l'exemption pour le tramway. Chaque projet va avoir ses exemptions, et ce sera à Alto de déterminer ce dont il a besoin pour respecter un échéancier, respecter des coûts, respecter le tracé nécessaire. Laissons la compagnie travailler. Mais c'est pas vrai que parce qu'on a vécu Mirabel il y a 56 ans, on va aujourd'hui donner un droit de veto à chaque citoyen qui est sur 1000 km de tracé. Il y a une différence entre négocier puis avoir une loi spéciale. Là, tu mélanges les affaires, Victor. Non, je ne le mélange pas parce que d'ailleurs, l'exemple californien est très clair là-dessus. Il y a des poursuites qui ralentissent le projet californien de façon consécutive et en ce moment, on a des retards énormes et on a doublé les coûts de ce train-là juste à cause des poursuites judiciaires. Parole aux agriculteurs. Commentaire de Félix. Non, je suis agriculteur et je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact négatif des expropriations de terres agricoles. L'étalement urbain est déjà trop avancé au Québec. Au-delà de ces gens-là qui perdraient des terrains, nous, comme collectivité, perdre des terres agricoles. Est-ce qu'on a les moyens? On s'arrête quelques minutes. D'autres commentaires au retour. Alors, est-ce qu'on donne des pouvoirs extraordinaires au projet de TGV ou pas? Commentaire de Gilles, non. Il n'y a aucune raison de priver les citoyens de leur droit de se prononcer. Il ne faut pas revivre un autre gâchis à Mirabel. On parlait de traumatisme tout à l'heure. C'est sûr qu'il faut en tenir compte. Laurence nous dit oui, nous avons tellement besoin d'un TGV pour améliorer l'offre de transport intermodal. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et Harold nous dit oui, on est devant un choix de société. Est-ce qu'un droit individuel peut bloquer un projet collectif essentiel? C'est le commentaire d'Harold là-dessus. Il y a une affaire qu'il ne faut pas oublier quand même. Là. Il y a en ce moment déjà des choses en place. Pour Ottawa, Ottawa peut exproprier tout bien fondé privé le requis pour un corridor ferroviaire, par exemple. On parle d'entente gré à gré. Il y a moyen de contester également. Ce que nous amènerait une loi spéciale, par exemple, c'est peut-être laisser tomber certaines étapes et aller de façon un peu plus rapide. Est-ce que vous croyez qu'on va voir vraiment ce projet-là voir le jour?
de notre vivant. Si on n'écoute pas nos collègues, bien entendu. Bien, c'est parce qu'il manque si le projet ne voit pas le jour, ce ne sera pas à cause des expropriations. C'est qu'en ce moment, on n'a pas déterminé le prix que ça va coûter et les gens ne sont pas prêts à payer plus que 20 $. En ce moment, ça serait 164 plus 20. Et j'aimerais... Non, mais les personnes... Le bénéfice qu'on va aller Oui, mais c'est parce qu'on nous fait croire. Arrête, on nous fait croire qu'on va partir de Québec, aller manger à Toronto, voir la tour du CN, prendre une photo, puis s'en aller coucher à Québec. Mais ça ne coûtera pas 20 $, mais la quantité de commerce qui se fait entre les villes, ce corridor-là est le corridor avec le plus gros potentiel au Canada. À un moment donné, il faut voir on va déplacer des gens de l'avion vers le train. Donc, on n'a rien gagné. C'est là qu'on parle de transport collectif environnemental. Moi, je pense que par rapport à l'usage, par rapport au potentiel, et aussi le fait que c'est un transport interurbain, on peut dire... pour des privilégiés, professionnels, un transport d'élite. Ouais. Moi, je ne vois pas nécessairement la nécessité. Donc, pour l'usage, mais également parce que j'ai l'impression qu'on oublie un peu la structure. C'est qu'on a aussi une structure qui n'a pas encore prouvé son modèle d'affaires. François parlait de la rentabilité, combien ça va coûter, la gouvernance. Et là, quand on avait des droits, des pouvoirs exceptionnels pour le REM, là, on parlait de CDPQ Infra, on en a parlé en début, donc il y a un peu un pouvoir politique. Mais là, ce n'est pas le cas. On attend encore des preuves de voir comment cette structure-là va vraiment fonctionner pour faire ses preuves. On en a besoin. On est en retard. Partout sur la planète, on est au-delà des TGV. Maintenant, on est dans des trains qui roulent le double de la vitesse. Là. Bon, nous, on n'a plus de temps. On va aller voir si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. Alors, en début d'émission, ça ressemblait à ça. 68 pour le oui, 32 pour le non. On termine ça comment? Comme ceci, 85 des gens nous disent oui, on doit donner des pouvoirs exceptionnels au projet de TGV, 15 non. C'est Jacinthe Ève, le choix du public pour les meilleurs arguments ce soir. Alors, j'ai l'impression qu'on va refaire des débats avant de voir les débuts de cette construction. Quelques-uns. Non, moi, je débarque du train. Ah, non, on va t'embarquer, tu vas voir. Hey, merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.